L'actualité à la une ce soir, le MPP a un nouveau patron. Alassane Bala Sakandé vient d'être élu ce soir à la tête du parti au pouvoir. C'est à l'issue du deuxième congrès extraordinaire du MPP. L'ambiance de la clôture du congrès à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le calvaire des parents d'élèves aux revenus modestes face à la cherté des prix des fournitures scolaires cette année. Et pourtant, dans les rayons des librairies à Ouagadougou, par exemple, les étalages sont bien achalandés. Seulement, beaucoup de parents d'élèves se plaignent de la relative hausse des prix. Certains préfèrent attendre le début des cours pour y faire un tour en espérant à une baisse. Constat à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, la journée mondiale du tourisme célébrée ce 27 septembre, une journée pour mieux faire connaître la valeur du tourisme sur les plans sociaux, culturels et politiques et économiques. Au Burkina Faso, le pays traverse une double crise sanitaire et sécuritaire qui impacte fortement le secteur du tourisme. Comment le gouvernement travaille pour assurer la résilience du secteur? Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme est notre invité. Elle viendra répondre à nos questions. Et dans ce 20h, la situation critique de la campagne agricole dans la région du Nord, pas de pluie, des poches de sécheresse qui ont impacté négativement l'évolution des plants, ce qui rend problématique les récoltes cette année. Constat à suivre dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est fait, c'est finalement Bala Sakandé qui présidera aux destinées du parti au pouvoir. Il vient d'être élu ce dimanche à Ouagadougou après plusieurs tractations. Il succède donc à Simon Compaoré, qui est élevé au rang de président d'honneur du parti à la demande spéciale du président du Faso, Rochman Christian Kaboré. Draman Guéné, notre reporter sur le terrain, est en train de finaliser le reportage. On le retrouvera au cours de ce journal. Mais que pensent les congressistes et autres militants des conclusions de ce deuxième congrès extraordinaire? Certains s'expriment au micro de Nyarkiteda et on les écoute. C'est un congrès de tous les enjeux dont des commentaires présageaient une issue incertaine. Beaucoup attendu, le nouveau bureau du MPP est là et fait l'unanimité au sein des animateurs de la vie politique du parti. C'est en tout cas le point de vue des idéologues du MPP. Il n'y a pas eu une révolution générationnelle, quand vous regardez très bien, mais il y a eu un rajeunissement progressif de la direction du parti. Tous ceux qui sont rentrés dans le parti, nouvellement, particulièrement dans le bureau exécutif, vous avez vu, ça s'est élargi de 78 membres à 95 membres. C'est des jeunes que nous avons fait rentrer dans la direction politique du parti. Donc le processus de rajeunissement s'est fait à ce congrès. Deuxièmement, c'est des jeunes qui sont très dynamiques, qui ont un passé militant, politique, dans des structures associatives, au sein de l'UGF, au sein de l'AEVO, au sein de l'association l'ANEB des étudiants, au sein d'autres organisations qui sont montées, qui ont une expérience et qui doivent être capables véritablement de faire un rôle dans la direction du parti. Pour les jeunes, les pères fondateurs ont vu juste en impliquant fortement la jeunesse. Vraiment, je suis un président des jeunes comblé et nous voulons rassurer et promettre que nous allons faire le travail nécessaire pour le développement du Burkina, mais travailler à ce que vraiment nous puissions tenir le flambeau et montrer que la jeunesse vraiment peut faire le travail et peut aller de l'avant. Donc nous sortons très forts, très unis et à la conquête donc, des défis qui sont les nôtres. Les défis sont énormes. Au secrétariat chargé des mouvements et regroupements associatifs, ce bureau est conforme à la situation nationale. Le bureau reflète une fois de plus la marche d'un parti au pouvoir. En ce sens que de 77, le bureau est passé à 95 membres. Et 95 membres, les questions de réconciliation, les questions de paix, les questions de sécurité ont une fois de plus été à l'ordre du jour. Le bureau consacre une place de choix aux femmes et pour les représentantes, le bureau a été bien mûri. Je suis satisfaite du nouveau bureau qui a été mis en place. Je crois que ça a été vraiment très bien pensé. Et moi, en tout cas, je reste convaincue que le bureau qui a été mis en place va permettre en tout cas au parti d'aller de l'avant. C'est un bureau exécutif appelé à rassembler davantage, consolider et conforter la forme du parti en créant autour de leur président une ferveur militante en vue des batailles électorales futures.
Beaucoup de défis attendent le nouveau président du parti au pouvoir. D'abord, les préparatifs des élections municipales dans 9 mois et surtout, travailler à la cohésion au sein du parti. Et peut-être que le charisme de Alassane Bala Sakandé y sera pour quelque chose. Son portrait avec Nyarkiteda. Maître nageur, one man show pendant la campagne électorale de 2020, directeur national adjoint des campagnes du candidat Roch-Marc Christian Kaboré et directeur provincial pour le compte du Kadiogo au titre des mêmes scrutins, Alassane Bala Sakandé aura retenu l'attention de plus d'un. Tout le monde debout. On va chauffer le stade du 4 août. Le président Kaboré debout. Ce n'est pas le candidat. Le président Roch-Marc Christian Kaboré debout. Quand le camion est debout, le Burkina Faso est debout. Balancez le sang. Homme politique peu connu, il est découvert par le grand public à la faveur de la démission de RSS, Roch, Salif et Simon pour porter sur les fonds baptismaux le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il y occupe le poste de secrétaire chargé des structures géographiques au Bureau exécutif national et élu député en décembre 2015. Une fois à l'hémicycle, Bala, comme on l'appelle, affectueusement occupe le poste de président du groupe parlementaire MPP. Le 8 septembre 2017, il est élu avec une majorité écrasante, 104 voix sur 127 votants, comme président de l'Assemblée nationale, en remplacement du président défunt, le docteur Salifou Diallo. C'est à partir de là que l'homme va mieux se faire découvrir. Le président de l'Assemblée nationale s'invite alors dans tous les domaines de la vie socio-économique, sécuritaire, sanitaire, sociale et politique, avec des gestes remarquables. Il a parcouru le pays du nord au sud et d'est en ouest avec la même philosophie, être au contact du peuple, avec à l'esprit apporter une touche particulière, le parlementarisme du développement. Alassane Bala Sakandé, ou ABS, est élu une seconde fois député pour le compte du Kadiogo au soir du double scrutin présidentiel et législatif de novembre 2020 et reconduit président de l'Assemblée nationale de la 8e législature avec 123 voix sur 127. Homme de conviction et d'action, engagé et dynamique, il est surtout connu pour son franc-parler, son courage, son volontarisme, sa qualité d'écoute et son sens de responsabilité. Aujourd'hui, en plus de ses lourdes charges, ABS est acclamé président du parti au pouvoir, le MPP, pour diriger le bureau politique national fort de 1381 membres avec un bureau exécutif de 95 personnes. Le nouveau président du MPP est né le 21 août 1969 à Ouagadougou. Il est un cadre supérieur de banque, il est titulaire d'un baccalauréat série D, d'un diplôme universitaire de technologie DUT en finance comptabilité, des masters en administration des affaires, mention affaires internationales de l'université de Ouagadougou et d'un diplôme de conseiller commercial de banque du centre de formation des banques et établissements financiers du Burkina. Il prend les rênes du parti dans un contexte difficile, marqué par des crises majeures, sanitaires et sécuritaires, et qui sapent les actions de développement. Un double défi se présente alors à lui, travailler à unir les liens au sein de son parti et faire en sorte que son parti soit l'antichambre des propositions et des stratégies justes et réalisables à mettre en œuvre par le gouvernement. Vous le savez déjà, c'est donc Alassane Bala Sakandé qui présidera aux destinées du parti au pouvoir. Il vient donc d'être élu ce dimanche à Ouagadougou après plusieurs tractations. Il succède à Simon Compaoré qui est élevé au rang de président d'honneur du parti et à la demande du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le reportage de Draman Guéné, nous signale-t-on, est prêt. On va essayer de le suivre. Draman Guéné pour le compte-rendu.
Standing ovation pour Alassane Bala Sakandé, porté aux destinées du MPP. Ainsi en a décidé le deuxième congrès extraordinaire du parti au pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale est donc le quatrième président du MPP, après Roch-Marc Christian Kaboré, Salifou Diallo et Simon Compaoré. Les attributs du parti sur les épaules, le nouveau président se veut d'abord reconnaissant envers l'équipe sortante. Camarade Simon Compaoré, ce parti auquel nous sommes fiers d'appartenir, vous l'avez servi avec votre infatigable engagement, avec la profondeur de vos convictions, avec vos talents oratoires, avec la clairvoyance de vos choix, avec l'efficience de vos actions, avec vos qualités managériales. Vous avez assuré le job avec toute l'admiration et tout le respect que l'on puisse accorder à un chef de parti. Vous me passez le flambeau, mais vous ne passez pas. À la lueur de ce flambeau, je vous rechercherai toujours pour me ressourcer à la leçon vivante que vous êtes. Les chantiers sont énormes. Le président Sakandé est appelé à travailler à la cohésion au sein du parti. Alassane Bala Sakandé a un mandat de 3 ans renouvelable avec comme premier défi les élections municipales de 2022 et surtout la préparation des élections générales de 2025. Là, Alassane Bala Sakandé a besoin de tous. Quand je considère ce que nous avons accompli de grand et de beau ensemble, je ne doute pas que nous puissions ensemble relever les nombreux défis à venir. Et si je devais en définir les plus urgents, je citerai 2. Le rassemblement et le pardon. Je ne serai pas le président d'un clan politique. Je ne serai pas le président d'un courant politique. Je ne serai pas le président d'un groupuscule politique. Je serai le président au service de l'unité du MPP. Pour cela, la mission que vous venez de me confier, je la placerai sous le signe du respect, de la considération et de l'inclusion, 3 valeurs qui fondent la vie en commun. Et pour cela, je voudrais, du haut de cette tribune, si de par mes agissements, mes comportements, ma parole, j'ai vexé un militant, un Burkinabé, du haut de cette tribune, au nom de Dieu, je demande pardon à tout le monde. Mention spéciale à Simon Compaoré, élu président d'honneur du MPP après 4 années de règne. À son actif, une présidentielle remportée au premier tour et 56 députés à l'Assemblée nationale sur 127. À vous maintenant de poursuivre la lutte en accompagnant comme il se doit le président du FASO, notre grand camarade, dans la mise en œuvre de son programme. Nous avons agi à planter un arbre pour un autre âge. Sachez en prendre soin. Je prie Dieu afin que les anges de l'Éternel campent autour de nos forces combattantes, autour du Burkina Faso, et leur assurent une victoire définitive sur cette agression venue du fond des âges. Que la paix et la tranquillité, socle de tout développement, soit le partage des Burkinabés et de nos autres frères éprouvés par l'idée terroriste. Au revoir. Longue vie au mouvement du peuple pour le progrès. Demain, puissions-nous dire Hakuna Matata.
Clément Sawadogo est élu premier vice-président du MPP, Salifou Temtouré deuxième vice-président et Lassane Sawadogo le secrétaire exécutif du parti. Durant 72 heures, les congressistes ont adopté le règlement intérieur du parti et adopté des motions de soutien au gouvernement et surtout au FDS et VDP dans leur travail de sécurisation du territoire. Au chapitre éducation, à l'orée de cette rentrée scolaire, les prix des fournitures scolaires qui connaissent une hausse relative, ce qui n'est pas pour plaire aux parents d'élèves aux revenus modestes. Ces derniers crient à la cherté et certains préfèrent attendre la dernière minute pour honorer leurs factures au profit de leurs enfants. Constat avec Vincent Tiendrebego et Césaire Carrefour. À moins de 2 semaines de la rentrée des classes, nombreux sont les ménages qui éprouvent d'énormes difficultés à faire face aux dépenses qu'occasionne l'achat des fournitures scolaires. Les étals sont bien achalandés, mais point d'affluence. Bon, comme j'ai l'habitude de prendre ici, je trouve que ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas changé. C'est la même chose. Relativement, c'est un peu cher. Je connais d'habitude qu'ils sont chers. De l'avis des vendeurs pris entre espoir et désespoir, cette flambée des prix qu'évoque la clientèle est sans doute liée à la fermeture des frontières. Selon leur explication, c'est dû à la Covid, principalement dû au fret. Le transport a subi un coup parce que les transporteurs n'arrivent plus à avoir les quantités qu'ils avaient. Des lycées, des collèges qui ils prennent l'argent aux parents d'élèves. Il dit les parents d'élèves que c'est devenu la fourniture là-bas, paye là-bas en même temps. Les livres, il n'y a pas de problème. Nous, c'est l'État même donne les livres. Mais vendre les cahiers là-bas, c'est pas normal. Autre endroit, autre réalité. Dans certains grands centres dédiés à la commercialisation des fournitures scolaires, comme cette grande librairie de la place, les rayons sont pris d'assaut par les élèves et leurs parents. Bon, chaque année, je viens payer les fournitures des enfants ici. Bon, je préfère payer ici, puisque comme il y a des cahiers qui sortent en même temps avec les couvertures, rouge, jaune, vert, tu n'as plus besoin encore de mettre des couvertures. Donc, selon moi, ça fait moins de dépenses. Le coût, c'est abordable, mais seulement c'est le nombre de fournitures scolaires là qui semble des fois élevé, parce qu'on ne sait pas sur quelle base les gens établissent les listes. Par exemple, je suis venu payer des livres et des cahiers pour la terminale. Bon, on nous a demandé 13 à 14 livres pour une classe. Dans l'espoir de voir les prix baisser, certains parents, notamment ceux à revenus faibles, préfèrent attendre les derniers moments avant le démarrage effectif des cours pour faire leurs achats. Une sortie de promotion de la toute première promotion de l'Institut de technologie du Burkina. La promotion a pris comme note baptême Rochmark Christian Kaboré. L'Institut de technologie du Burkina Faso est basé à Koudougou et se veut un pôle d'excellence dans la formation professionnelle. Roger Kam et Vincent Tiendrebego. Ils sont les tout premiers diplômés de BIT ou Burkina Institute of Technology. 27 lauréats qui reçoivent leur parchemin, la licence en informatique. On a vraiment appris la programmation, à programmer dans plusieurs langages, faire des applications, des sites web. Et on a aussi reçu plusieurs cours dans le domaine du leadership et de l'entrepreneuriat qui nous a vraiment aidé à ouvrir des portes et à vraiment développer des idées personnelles. Cette première promotion de BIT est baptisée ROC du nom du président du Faso, représenté à cette cérémonie par le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique. À la dernière évaluation du ministère, Burkina Institute of Technology est classé comme meilleure institution d'enseignement privé du Burkina Faso. Je ne pense qu'il y a des pas de géants puisqu'ils l'ont rappelé, ils sont le premier privé. C'est quand même des critères très difficiles à remplir. Ils ont su en 3 ans se hisser à ce niveau-là. Je pense que c'est une fierté. Et le défi pour eux, c'est de se maintenir. Ces étudiants, dès la 2e année,
ont eu pas mal de prix sur le plan national. Dès la deuxième année, ça montre leur capacité et ça montre le très haut niveau de formation qu'on leur donne sur le plan international. Le parrain de la promotion, qui est le directeur général de la Banque Atlantique du Burkina Faso, a annoncé la formalisation prochaine d'un partenariat entre l'Institut et sa banque, qui pourrait recevoir régulièrement des stagiaires. Déjà, tous les sortants sont placés. BIT, créé depuis maintenant 3 ans avec des partenaires allemands, continue à s'installer à Koudougou. Ici, des dortoirs pour étudiants, inaugurés par le ministre Al-Kassoum Maïga. L'Institut supérieur de technologie appliquée de management a organisé ce samedi un face-à-face entre étudiants et hauts cadres du public, mais aussi du privé, pour un partage d'expérience. Un rendez-vous appelé Café d'orientation et universitaire professionnel, une occasion pour les aînés d'échanger avec leurs cadets. Gérard Sommet, Vincent Tchendrebego. Échange à bâton rompu entre des jeunes étudiants et des professionnels confirmés dans leur carrière. Quels sont les choix à faire pour réussir sa formation et son insertion professionnelle dans son métier de rêve? Tel est l'objet de ces échanges. Les étudiants questionnent et des personnalités au profil varié, pétries d'expérience, donnent des conseils. Nous leur avons tout dit. Le choix final, c'est pour eux. Quelle que soit l'orientation scolaire, les étudiants doivent être animés d'un très bon esprit d'adaptabilité et de flexibilité dans le marché du travail. Cette rencontre d'information et de partage d'expérience, c'est le café d'orientation professionnelle et universitaire initié et organisé par ISTAPEM au profit des étudiants. On a fait ça autrement pour innover, pour donner une certaine possibilité aux jeunes d'avoir des chefs d'entreprise, des personnalités, des leaders qu'ils pourront se définir comme des modèles, comme des repères. Donc c'est de permettre de poser des questions aux praticiens et en même temps au conseil scientifique, à la direction académique qui pourront répondre également à leur volonté de s'orienter. Les étudiants n'ont pas marchandé leur participation à ce café assez chaud et riche en informations. Ils en repartent plus que jamais motivés à l'orée de la rentrée universitaire, d'où la satisfaction des responsables de l'Institut ISTAPEM basé à Ouaga 2000. Et puis les 72 heures de tourisme de Yankadi à Bobo-Dioulasso, marquées par la visite ce 24 septembre de certains lieux historiques, notamment Noumoudara, une initiative qui réunit pendant 3 jours des participants de Ouagadougou, Boromo, Bobo-Dioulasso et Banfoura autour du tourisme interne dans certaines localités du Grand Ouest. Cette sortie touristique est à sa 2e édition et est organisée par l'agence Promo Plus, une agence d'événementiel qui ambitionne susciter de l'engouement autour du tourisme interne. Adama Julien Dambélé sur place à Bobo. Première étape de cette sortie touristique, Diguinso. Ici, les participants découvrent la première fois pour certains ces lieux historiques. Cette grotte qui, selon les explications, serait le pied-à-terre de l'Almami Samori Touré. Ou encore cette cascade temporaire qui jaillit du haut de la colline pendant les 6 derniers mois de l'année. À travers cette sortie, les organisateurs espèrent susciter de l'engouement autour du tourisme interne. La journée mondiale du tourisme qui est célébrée chaque année le 27 septembre. C'est dans ce cadre que Promo Plus a initié cette sortie touristique pour un tourisme de proximité, pour visiter les sites touristiques de la région des Hauts-Bassins et des Cascades. Nous avons des gens qui sont arrivés de Ouagadougou, qui ont pris leur bus de 23 heures, qui sont venus avec nous. Nous avons des participants qui sont venus de Boromo et nous avons des participants déjà de Bobo-Dioulasso et après nous aurons des participants de Banfora. Cap maintenant sur Noumoudara, où les visiteurs ont rendez-vous au mausolée de Tiefoua Moro. Une visite commentée et ils découvrent les vestiges de cette époque ainsi que la dernière demeure de ce chef de guerre. Tout à l'heure, nous avons appris avec notre papa vraiment l'histoire de Tiefoua Moro, qui était vraiment très très hallucinant. Moi personnellement, j'étais vraiment très touché de voir qu'on a des potentialités au Burkina. J'aime le tourisme, c'est ma passion. Vraiment,
je peux même pas m'exprimer, tellement c'est beau quoi. La tournée touristique Yankadi est à sa 2e édition et s'étend sur 72 heures. Après ces étapes de Diguinso et Numudara, la tournée continue dans la région des Cascades avec la visite des pics de Sendou et du lac de Tengrela. Justement, je le disais en titre, la journée mondiale du tourisme est célébrée demain 27 septembre et au Burkina Faso. Cette manifestation sera également commémorée. Et pour cela, je reçois le ministre en charge des arts, de la culture et du tourisme, Madame Élise Tchambiano. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci de venir nous aider à comprendre un peu le tourisme au Burkina aujourd'hui et ce qui est fait par le gouvernement burkinabé par rapport au tourisme interne qu'on vient d'ailleurs de voir, ce qui peut vous réjouir, d'autant plus que ça fait partie des actions que vous menez sur le terrain. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier déjà de nous avoir invités ici pour parler du tourisme, mais surtout du tourisme au Burkina Faso. Parce que comme vous l'avez dit tantôt, demain, 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. Et pour ce qui concerne donc le Burkina Faso, il y a des initiatives qui sont prises, comme partout ailleurs d'ailleurs. Au niveau interne, il est question d'émissions télévisées, il est question également d'émissions radio-diffusées, il est question ici de conférences de presse publique, mais il est également question, comme vous l'avez vu tantôt, de faire des excursions touristiques à travers donc le pays. Et je profite de dire justement qu'il y a pas mal de sites au Burkina Faso qui sont visitables. Je dis visitables pour dire tout simplement que la destination Burkina Faso est bel et bien une réalité. Vous l'avez vu tantôt, ces gens sont partis jusqu'à Tengrela, ils sont partis souvent jusqu'au niveau des cascades. Nous pouvons aller jusqu'à Banfoura, nous pouvons aller au-delà donc de Banfoura pour visiter des sites. Nous avons pas mal de sites, nous avons des sites touristiques comme ce que vous avez vu tout à l'heure qui relèvent de la nature, mais nous avons aussi des sites qui peuvent être des sites archéologiques, ça peut être également des sites historiques. Autour de Ouagadougou, vous avez par exemple Lango, vous avez le site de Bazoulé, les caïmans sacrés, vous avez Sabou, et même lorsque vous partez jusqu'à l'est au niveau de Fada, vous avez autour de Fada même le site sacré de Nalambu, qui est une colline. Vous avez également l'arbre où, semble-t-il, l'ancêtre Djabalompo serait donc monté, grimpé avec son cheval et qui a laissé les traces des sabots. Alors donc, c'est dire en tout cas qu'au niveau interne, cette date est célébrée parce qu'il faut rappeler que la date du 27 septembre a été instituée depuis 1970 par l'Organisation des Nations Unies qui a reconnu que le tourisme justement avait un apport pour les populations. Et justement, c'est la 42e c'est la 42e, oui, c'est la 42e journée. Et il faut dire que cette fois-ci, il s'agit de tourisme et croissance inclusive. C'est pour dire donc que le tourisme doit être fait au bénéfice de tous et doit toucher tout le monde. Justement, madame, quand 2/3 par exemple du territoire est marqué au rouge du fait de l'insécurité, qu'est-ce que peut-être le tourisme peut représenter? Comment vous arrivez à pouvoir travailler pour rendre ce secteur résilient? Je vous remercie. C'est l'occasion pour moi en tout cas de saluer la résilience de tous les acteurs qui sont dans ce domaine, notamment les agences, notamment tous les guides touristiques et tous ceux qui sont en tout cas dans le domaine, les hôteliers, etc., les restaurateurs et tout, qui sont dans le domaine du tourisme, qui se sont convertis et qui ont fait en sorte en tout cas que le tourisme interne puisse être développé. C'est vrai, à partir du 2e trimestre de 2020, on a vu une chute de la fréquentation du Burkina Faso de 63% au moins, ce qui fait donc qu'il était un peu difficile pour tous ces acteurs-là de s'en sortir. Et nous saluons donc au passage l'initiative de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré qui a créé justement le fonds Covid
qui a permis en tout cas à beaucoup de gens qui travaillent en tout cas dans le domaine du tourisme de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Notamment les hôteliers, mais aussi tous ceux qui sont gravitent autour. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est dire en tout cas qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et que ces dates-là sont très importantes. Non seulement en 70 on a commencé, mais en 80 c'était la première fois qu'on célébrait en tout cas le tourisme. Et de nos jours, ça continue. Et je crois que le tourisme a des avantages pour notre pays, aussi bien sur le plan social, parce que ça permet le brassage des populations. Et lorsqu'on dit que le Burkina n'est pas fréquentable, moi, c'est vrai, ils l'ont peint en rouge, mais dans la réalité, il y a une dynamique interne qui se montre. Les populations bougent, les populations vont d'un village à un autre, d'une commune à une autre, d'une province à une autre. Et bien sûr, cela a permis en tout cas de développer aujourd'hui le tourisme interne. Beaucoup de gens ont été arrêtés parce qu'ils ne pouvaient plus sortir à cause même de la Covid-19. Et les gens se sont repliés à l'interne et cela a permis en tout cas de développer le tourisme interne. Et je voudrais en tout cas saluer la résilience des hôteliers. En tant que ministre en charge du tourisme, vous nous dites sur ce plateau que le Burkina Faso, c'est une destination à ne pas manquer. Ah ben bien sûr. Et tout à l'heure, nous allons, enfin, dans quelques jours, nous aurons le FESPACO. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas, d'inviter tous ceux qui sont encore hésitants à venir, parce que le Burkina Faso reste fréquentable. Merci à vous, Dr Élise Tchombiano, d'être passé nous parler de la journée mondiale du tourisme célébrée demain lundi 27 septembre, une journée qui se célèbre sous le signe de tourisme et croissance. Merci d'être venu. Je vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite du journal, et pour la suite du journal, on évoque cette foire au financement Finance Elle, une foire pour permettre aux femmes entreprenantes d'exposer, mais aussi l'occasion de rencontrer, de faire des rencontres B2B. Environ 300 femmes exposent à cette foire. Christine Koulibaly. La création, la croissance d'entreprises au féminin, c'est tout l'enjeu de cette foire au financement Finance Elle. Une tribune offerte par Empower aux entrepreneurs aguerris, mais aussi à celles pour lesquelles l'aventure ne fait que commencer. Entre communication, exposition et rencontres B2B, le curseur est mis sur les défis du financement des femmes entrepreneurs au Burkina Faso. C'est un cadre pour leur permettre de rencontrer des structures de financement, notamment les fonds étatiques, les banques, les microfinances, de présenter leurs idées de projet et d'avoir la chance d'obtenir des financements ou d'être orientés vers des structures qui peut-être ne sont pas ici, mais qui pourraient être utiles pour les aider dans le financement et dans l'accompagnement de leurs projets. Accès au financement, mais aussi et surtout une éducation financière pour des projets entrepreneuriaux réussis. Parfois, quand les femmes accèdent au financement, il se pose un problème de gestion de ce financement. Les fonds destinés à l'entreprise se retrouvent à payer des soins ou se retrouvent à envoyer l'enfant à l'école. Et du coup, l'entreprise en pâtit et les femmes sont obligées de repartir et c'est un cycle interminable. Donc, nous voulons leur donner les outils nécessaires, les rudiments à travers ces panels-là pour leur permettre de mieux gérer. Empower est un réseau international qui œuvre pour l'autonomisation socio-économique des femmes à travers l'entrepreneuriat. Installé au Burkina au début de cette année 2021, Empower a déjà à son actif 300 femmes accompagnées dans la rédaction de leur plan d'affaires. Après Ouagadougou, Finance Elle déposera ses valises à Léo, Bobo Dioulasso, Réo et Banfora. Le réseau de femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale référence a organisé ce 24 septembre à Fadane Gourmand un panel sous le thème « Contribution des femmes et du dialogue interculturel à la paix ». Placé sous le parrainage des ministres en charge de la culture et de la cohésion sociale, cette activité se tient dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Ibrahim Sanou, sur place à Fada pour les détails. J'irai au marché du vivre ensemble et je ramènerai avec moi la paix. Mariam Tombiano est lauréate du concours des messages de paix. Un concours organisé en prélude à ces panels-là.
Il est question de la contribution des femmes et du dialogue interculturel à la paix. L'initiative est du réseau des femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale, référence. La paix est le plus grand bien commun et cette paix relève de la responsabilité de chacun et chacune de nous, de chaque communauté et de chaque institution. Nous avons voulu saisir l'opportunité de la Journée internationale de la paix pour réfléchir avec vous sur comment nous pouvons puiser au fond de nous-mêmes les ressources pour consolider la paix. Dans un contexte d'effritement de la cohésion sociale et du vivre ensemble, le rôle de la femme dans la recherche de la paix est plus que nécessaire. Permettez-moi de traduire toute notre reconnaissance et remerciement aux responsables du réseau des femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale, référence, pour cette belle initiative de résilience. La femme n'a pas de rôle dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. La femme, c'est la paix et la cohésion sociale. Au menu de cette journée, une collecte de dons pour la scolarisation d'enfants affectés par la crise sécuritaire. Il est également prévu une soirée culturelle dénommée la Nuit de la paix. Autre titre de l'actualité ce soir, la situation critique de la campagne agricole dans le nord du Burkina Faso. Pas de pluie, poches de sécheresse qui ont impacté négativement l'évolution des plants. Conséquence, beaucoup de productions sont gâtées dans 3 provinces, donc le Loroum, le Yatenga, mais aussi le Zondoma, qui sont les plus touchés. Constat avec, dans quelques champs avec Karim Bitienga. Les sécheresses aux conséquences désastreuses. 3 provinces de la région du Nord, le Loroum, le Yatenga et le Zondoma sont concernés. Ici, quand on évoque la date de la dernière pluie, les réactions ne se font pas attendre. En tout cas, il y a pluie ici, ça vaut 1 mois. Sérieusement, ça vaut 1 mois. On ne sait pas comment faire. L'année passée, même, on a reçu même plus de près de 800 à 900 mm3. Pendant cette année, on est à 300 et quelques. Donc vraiment, la campagne est très très mauvaise ici. La dernière pluie dans le Loroum remonte au 5 septembre avec seulement 12 mm. Pire, les poches de sécheresse sont tombées au plus mauvais moment. Et si vous prenez par exemple le cas du niévé, la phase reproductive, là, ils ont besoin de beaucoup d'eau. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, par exemple avec le niévé, le remplissage des graines, on n'aura pas suffisamment de graines. Tout est gâté, il n'y a rien à récolter. Même s'il y a la pluie, on ne peut plus récupérer quelque chose. C'est déjà temps. Les prévisions de la campagne agricole sont revues à la baisse. L'impact des poches de sécheresse sur le rendement est considérable. Dans cette situation, il y a cependant des techniques culturelles palliatives à l'insuffisance de pluie. C'est le cas des demi-lunes à multifonction expérimentées ici à Tilba dans la commune de Bassi. Une véritable solution aux poches de sécheresse. Ces 2 champs avec 2 formes de demi-lune. Regardez là où ces demi-lunes à multifonction. Le mille a bien donné. Loroum, Yatenga et le Zondoma vont sans doute connaître un déficit de production. Mais au Passori, la situation est meilleure. Au stade où nous en sommes, nous avons plus de 600 mm d'eau enregistrée jusqu'à nos jours sur les 9 communes. La situation reste critique dans l'ensemble dans le nord. Certains producteurs sont gagnés par le désespoir. Les mois à venir s'annoncent difficiles. Un reportage donc de Moussa Kiye de Boukari Ouedraogo. Et en cette période dite de soudure, comment les populations du Nord gèrent-elles la transition vers les nouvelles récoltes? Il est vrai que l'accès aux vivres n'est pas chose aisée. Les céréales se font rares et chères dans les marchés. Commençons par le constat à partir de Lagon, dans la province du Zondoma. Et cette fois-ci, le reportage est signé Boukari Ouedraogo et Karim Bitienga. Voici l'un des 2 points de vente de céréales au marché de Lago dans la province du Zondoma. Le mil, comme le maïs, se fait rare et quand on en trouve, le coût est hors de portée pour la majorité.
Nous achetons les Yoruba des petits milles à 500 francs CFA pour revendre à 600 francs. L'année passée, c'était 400 francs et on revendait à 500 francs. Actuellement, le sac de 100 kg de sorgho peut atteindre 17 500 francs. Voilà, 100 kilos. À Lago, le soulagement est venu de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Mais l'approvisionnement de la boutique SONAGES a facilité l'acquisition de vivres à certaines personnes. Le sac de 50 kg de maïs, de mil, tout comme de sorgho, coûte 6 000 francs CFA dans les boutiques témoins de la SONAGES. Un prix social, mais en deçà des attentes en cette période de soudure. C'est la conviction du vieux Oumarou, à Godé dans le Passoré, pour qui 6 000 francs, c'est un prix de privilégié. À Yako, ils ont dit que le sac coûte 6 000 francs CFA. Je n'ai pas eu d'argent pour acheter. Je n'ai personne pour me donner, ni avec qui emprunter. Je me débrouille. Dès que j'ai l'argent d'une ou de deux boîtes, j'en prends pour un bon bout de temps. Boîte après boîte, le vieux Oumarou espère atteindre les nouvelles récoltes. Bien des foyers dans la région vivent dans ces conditions. Certains époux, plus chanceux, ont le soutien de leurs épouses, à l'exemple de Zonabo. Avec les arachides, nous faisons des tourteaux. La vente nous procure de l'argent. C'est avec cela que nous achetons nos condiments. Nous faisons ainsi pour soutenir nos maris. À la cherté des céréales s'ajoute une autre crainte chez les paysans de la région du Nord, celle liée à l'insuffisance et à l'irrégularité des pluies. Certains champs, comme celui-là, en ont déjà fait les frais. Et pour refermer cette édition, mobilisation de la population de Bobo-Dioulasso pour l'accueil de Iron Bibi après son sacre du 18 septembre dernier en Écosse. Le champion est de retour à Bobo-Dioulasso ce 25 septembre et à son arrivée, il a été accueilli par une foule en liesse. Ali Traoré. Il est de retour dans sa ville natale avec un nouveau trophée. Cheikh Ahmed Alassane Sano a soulevé la semaine dernière un bûcher de 229 kg en Écosse, ce qui lui a valu cette distinction. Une distinction saluée par plus d'un. C'est extraordinaire, il a prouvé une fois de plus qu'il est un super athlète. C'est un sport extrême, malgré ces moments durs, il a fait l'impossible, comme d'habitude. Donc vraiment, il n'y a pas de mots pour exprimer cela. 15h30, le champion du monde en log lift fait son entrée à Sia. Le cortège s'ébranle alors vers son domicile. Ici, Iron Bibi présente le trophée à sa famille et surtout à son père qui repose là. L'émotion est forte. J'ai dédié ça à mon père, et mon père qui est un grand patriote, voilà, c'est-à-dire alors à tout le Burkina Faso. Et ça a été une promesse parce que après ma médaille d'or en juillet, mon papa voulait célébrer ça, mais je lui ai dit d'attendre, que je vais revenir avec un autre record du monde, et malheureusement il n'est plus. Donc vraiment c'est difficile d'avaler cette pilule, mais grâce à vraiment toute la population burkinabé, que ce soit d'ici, d'ailleurs, j'arrive petit à petit à digérer, et en tout cas je reste motivé encore à apporter du plus au sport burkinabé. Après son domicile, Iron Bibi, accompagné d'une foule immense, a mis le cap sur la place Tefo Amoro pour un bain de foule. Et pour la circonstance, un concert est prévu dans la soirée pour lui rendre un hommage. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTP. Au revoir.